dans cette séance qui a pour objectif de résoudre et comparer deux exercices de chimie de baccalauréat. L'un proposé à l'étranger, en France par exemple, et l'autre proposé ici au Maroc. Certes, comme on va le voir tout au long de la séance, les deux sujets ont pour thème commun la constitution et la transformation d'un système. Mais il y a des différences, des distinctions entre les deux. On commence par le sujet du baccalauréat proposé au Maroc. Donc, il s'agit de la synthèse d'un ester en faisant réagir l'acide benzoïque et le méthanol. Donc, l'ester, c'est le benzoate de méthyle. Et puis, une réaction acide-base qui, en fait, va faire intervenir ce réactif, le benzoate de sodium, utilisé comme élément de conservation dans l'agroalimentaire. Vous avez ici une série de données. Alors, le milieu réactionnel, donc composé par un volume V de méthanol et une masse de l'acide benzoïque. Donc, ces quantités-là vont nous permettre de déterminer le réactif limitant. Donc ici ça c'est un liquide. Donc on va utiliser le M qui est égal ρ fois V. Ça c'est la densité volumique. Et si je divise cette masse-là par la masse molaire de l'éthanol, je vais obtenir le nombre de moles. Le nombre de moles initial de l'alcool. De même ici, donc je vais utiliser le NI de l'acide. Donc l'acide, ça va être la masse sur la masse molaire de l'acide, bien sûr. Et ici, il y a souligné qu'on ajoute le H2SO4. Pourquoi? Pour catalyser la réaction. On sait très bien que l'estérification, c'est une réaction lente. Et donc, pour la catalyser, et donc, au lieu qu'il se produise dans des journées, il peut se produire en quelques dizaines de minutes, on ajoute ce catalyseur. Donc, c'est l'acide sulfurique concentré avec du pierre ponce. Donc, on utilise ce qu'on appelle le procédé de chauffage à reflux. Donc, sans intérêt, sans choix. Donc, on chauffe d'abord, donc on augmente la vitesse de la réaction. Et avec ce reflux-là, on évite qu'il y a perte de produits par évaporation. Donc, il n'y a pas de perte de produits par évaporation. Donc, ça, c'est l'intérêt du chauffage à reflux. Et on vous demande d'écrire l'équation qui modélise cette réaction. Donc, acide plus alcool, il donne ester plus eau. Donc, vous avez ici C6H5 COOH plus le méthanol qui est CH3OH qui va nous donner, en fait c'est un équilibre,
Donc, il va nous donner quoi? Donc, ici, ça, c'est un centre positif et ça, c'est un centre négatif. Donc, vous aurez une réaction entre ce centre-là et celui-là. Et donc, le carbone et les tétrahydriques, donc cette réaction-là cette liaison va s'en aller. Et de même ici, la liaison OH va s'en aller. Donc, pour avoir la formation de la molécule d'eau. Donc, plus C6, H5CO, CH3. Donc le benzoate de méthyle. Maintenant, on vous donne une étude expérimentale de cette réaction d'estérification qui montre l'évolution de l'avancement de la réaction en fonction du temps. Et on voit bien que au final, il y a un avancement qui est constant. Donc, c'est-à-dire, on aboutit ici à un état d'équilibre avec cet avancement X, qu'on va dire final à l'équilibre, qui est égal à 84 millimoles. Et au départ, bien sûr, il n'y a pas d'ester, il n'y a pas de produit. Donc, ici, on vous demande de choisir la proposition juste parmi ces propositions-là. Donc, est-ce que la vitesse volumique de réaction est nulle au début? Non, il n'est pas nul. Est-ce qu'il est maximal à l'équilibre? Non, il n'est pas maximal. Est-ce qu'il est maximal au début de réaction? En fait, ça c'est une proposition juste. Ici, vous avez une pente maximale au début. Donc ici, vous avez une vitesse maximale. Donc, comme analogie, un salarié, au début du mois, dépense plus que à la fin du mois. Ça veut dire que la vitesse de transformation est maximale au début du mois. Transformation, c'est-à-dire achat de produits nécessaires. Et donc, c'est là aussi, c'est faux, diminue. Et E diminue, si on ajoute un catalyseur, ça aussi c'est faux. Donc la proposition juste, c'est C. Bon, ici on vous demande de déterminer le temps de demi-réaction, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié de l'avancement à l'équilibre est atteint, donc la moitié. Donc si vous prenez la moitié, vous allez trouver cette valeur-là. Donc ça c'est X équilibre sur 2. Donc le temps de mi-réaction, ça, T 1,5, c'est en fait 6 minutes. Maintenant, la question qualitative est celle-là. On vous demande de déterminer le rendement. Donc le rendement, par définition, c'est le rapport recette-dépense. Ce qu'on reçoit sur ce qu'on dépense, ça représente le rendement. Donc, comment le calculer? Donc, il faut utiliser cette valeur-là obtenue, soi-disant à la fin de la réaction, et le rendement et l'avancement maximum théorique, si on suppose que la réaction est totale. Donc, RDT, ça va être égal à ce X
équilibre, c'est l'expérimental, sur le X théorique, donc en supposant que cette réaction est totale, bon, pour avoir le pourcentage, donc je peux multiplier ici par 100 pour avoir en pourcentage. Donc on a dit que le rendement RDT au noté état, c'est en fait c'est X à l'équilibre sur X théorique fois 100. Alors X équilibre on l'a. En fait c'est 84 millimoles. Donc il faut déterminer le X théorique. Pour avoir X théorique, il faut, c'est-à-dire ici, je suppose que la réaction est totale. Totale, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ça évolue jusqu'à la disparition de l'un des réactifs. Alors, donc, il faut chercher le réactif limitant. Donc, pour chercher le réactif limitant, il faut se baser sur ces données-là. Donc, Ni de l'acide, ça va être M sur la masse molaire de l'acide. Donc, en fait, c'est 12,2 sur 122. Et ça va vous donner 0,1 mol. Alors, de même pour Ni de l'alcool. Ça va être quoi? Ça va être ρV sur la masse molaire de l'alcool. Et si vous faites les calculs ici, vous allez trouver 0,2 mol. Donc on voit bien que les réactifs limitants, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'acide. Et donc total, donc le premier, puisque les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1, donc le réactif limitant, ça va être l'acide. Et donc X théorique, ça va être en fait Ni de l'acide, qui est 0,1 mol. Et donc le rendement état, ça va être au final 84 millimoles sur 0,1 mol fois 100. 84%. Donc c'est un rendement qui convient bien à une synthèse organique. Maintenant, concernant le sujet étranger, donc synthèse d'un ester qui est l'arôme de banane. L'utilité de cet arôme de banane est avérée dans le domaine de parfumerie et comme un additif alimentaire. Donc ici, l'objet, en fait, il y a une comparaison. Déjà, ça c'est très important. Comparer entre protocoles de synthèse au laboratoire et prendre initiative pour trancher à propos du protocole le plus éco-responsable. Donc, c'est-à-dire respecter un peu l'environnement et ne pas impacter la santé humaine. Alors, voilà la réaction. Donc, ici, vous avez un alcool avec cette fonction et un acide avec cette fonction carboxyle. Il nous donne cet ester avec cette fonction estérification. Plus un produit P, bien sûr, le produit P c'est l'eau.
Alors, on vous donne ici une table de spectroscopie infrarouge qui caractérise les différentes liaisons. Par exemple, celle-là, qui est présente dans l'acide et qui est absente dans l'ester. Donc, il a une allure forte et large dans ce domaine de nombre d'ondes en centimètres moins 1. Et on vous demande d'identifier les espèces mises en jeu dans la réaction. Alors d'abord en Q1, la formule topologique de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Donc ici, en fait, l'éthanoate, c'est ça. Donc ici, vous avez un carbone, ici, vous avez un carbone, avec cette famille d'ester. Et donc, ici, vous avez la chaîne, c'est le butyl. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 atomes de carbone avec ce groupement de méthyle en position 3. Donc, ici, vous avez la position 1, la position 2, la position 3 et la position 4. Donc, en position 3, vous avez un méthyle. Donc, voilà cette formule topologique. Et on vous demande de justifier que P, c'est en fait 0. Donc, ça, on peut le justifier par conservation de nombre d'atomes, les réactifs et les produits. Et en Q3, on vous demande d'attribuer à l'aide de ces données-là les spectres correspondant à l'acide et à l'ester. Donc, ce qui fait distinction entre les deux, c'est que dans l'acide, il y a présence de cette liaison OH et il est absente dans l'ester. Donc, on voit qu'il y a un pic au niveau de cette bande-là. Alors, pour la liaison OH, on a dit, il y a un pic fort et large dans la bande 3200-3700 en centimètres moins 1. Donc ici, 3200, c'est à ce niveau-là, ou bien qu'il y a un pic large de transmittance. Et donc, ce spectre-là, il va bien caractériser non pas l'ester, mais l'acide éthanoïque, qui est en fait CH3COOH. Et donc, le spectre B, ça va bien caractériser l'ester, qui est l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Donc ici, il y a absence de pic dans cette bande-là, 3000. Dans cette bande-là, il n'y a pas de pic large qui caractérise la liaison OH. Alors, dans la suite, il y a lieu de comparer entre protocoles de synthèse et lequel est respectueux vis-à-vis de l'environnement et de la santé humaine. Alors, on vous donne ici une série de données tabulées et on ajoute à cela cette série de pictogrammes de sécurité vis-à-vis des différents produits. Surtout ça, le cyclohexane, qui est un produit néfaste pour l'environnement. Alors, ce mot-là, pictogramme, nous rappelle le Dewey
de l'écriture qui est uniforme dans le pays de Sumer. Il y a 3500 ans avant notre ère. Alors, il y a 3 protocoles. Pour le premier, le protocole A, donc il y a 3 étapes. Étape 1, donc il y a ici le mélange réactionnel avec l'ajout de H2SO4 concentré et quelques pierres de pierre ponce. On ne fait appel ici au chauffage à reflux comme dans l'examen proposé au Maroc. Donc chauffage pendant un certain temps, puis refroidissement. Et étape 3, il faut séparer entre la phase organique, c'est-à-dire contenant de l'huile, l'ester, et la phase aqueuse. Et on vous donne ici la masse d'éthanoate de 3-méthyl-butylobtenu. Ça va nous être utile pour déterminer le N, nombre de moles de cet ester formé à la fin de la réaction. Alors, on vous demande ici de nommer les étapes 2 et 3. Donc 2, bien sûr, vous voyez ici chauffage à reflux, donc c'est une opération, réaction de chauffage à reflux. On peut rappeler son intérêt, donc on accélère la vitesse de réaction et sans qu'il y ait perte de produit par évaporation. Et l'étape 3, ici il faut séparer entre la phase organique et la phase aqueuse, donc ça c'est une phase de séparation. Alors, comme dans l'examen du baccalauréat proposé au Maroc, il y a des questions qui sont semblables. Vous voyez ici, par exemple, l'utilisation de l'acide sulfurique comme catalyseur. Donc, un catalyseur, c'est un produit qui est introduit en minime proportion, certes pour influencer la vitesse de réaction, donc il va accélérer la réaction, donc il n'intervient pas dans le bilan de la réaction. Donc c'est ça, catalyseur. Donc ici on introduit des ions H+, si vous voulez, concentrés pour avancer rapidement cette réaction. Donc chauffage à reflux. Bon, maintenant on vous donne lors du second lavage de l'étape 3, on observe un dégagement gazeux. Donc les dégagements gazeux, bien sûr, c'est le CO2. Bon, on puisse donner une explication à cette observation et justifier l'utilité de cette étape. Donc ici, il y a certainement des résidus d'acide et la réaction de ces résidus d'acide avec l'hydrogénocarbonate de sodium, il va les éliminer dans le produit final. Maintenant, en Q8, réactif limitant, parce que ça c'est très intéressant pour déterminer le rendement de la réaction. Donc, comme ce qu'on a fait dans l'exercice proposé au Maroc, donc le réactif limitant, il suffit d'y calculer le NI qui est déterminé, puisque les réactifs sont des liquides, donc ρV sur la masse molaire. Cette relation à utiliser pour déterminer le nombre de moles initial, que ce soit pour l'acide ou l'alcool.
Donc, pour l'alcool, on va trouver un NI égale 0,20 mol. Et pour l'acide, on va trouver 0,26 mol. Les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1, donc le réactif limitant, ça va être ça. Et donc le rendement, le état, ça va être égal à N expérimental sur N théorique fois 100. Donc N expérimental, c'est en fait la masse de l'ester obtenu expérimentalement sur sa masse molaire. Donc ça va vous donner 19,7 grammes sur 130,2 grammes par mol. Donc ça va vous donner 0,15 mol. Et pour N théorique, c'est ça. Donc on aura le rendement, ça va être égal à 0,15. Ce qu'on reçoit sur ce qu'on dépense, c'est 0,20 fois 100. Et ça va vous donner une valeur égale à 75%. C'est aussi un rendement acceptable dans une synthèse organique. Maintenant, on a vu que pour le protocole A, on a un rendement estimé à 75%. On ajoute à cela deux protocoles, à savoir B et C, avec des petits changements. Donc pour B, on utilise le four à micro-ondes et on chauffe avec une puissance de 800 watts pendant 30 secondes, qui nous a garanti ce rendement de 87%. On voit bien qu'il est supérieur au rendement du protocole A. Et pour le protocole C, on utilise le chauffage à l'aide de l'appareil de Dean Stark. Donc, il permet d'extraire progressivement l'eau, mais il y a ici l'ajout d'un produit néfaste à l'environnement, à savoir le cyclohexane. Et ici, il y a un rendement aussi supérieur à celui du protocole A, mais le problème, c'est ça. Qu'il y a un risque sur l'environnement et la santé humaine. Donc, on vous demande ici, en 9e question, de déterminer l'énergie utilisée dans le protocole B. Donc, par définition, on voit, on a l'énergie, c'est la puissance fois le temps de chauffage. Ici, on voit bien que cette puissance-là est constante. Donc, si on fait une application numérique, on va trouver un W qui est 2,4 10 puissance 4 joules. Donc, un coût énergétique qui est inférieur à celui du protocole A et du protocole C. Donc, le protocole B nous garantit un minimum de dépenses énergétiques, nous garantit un rendement beaucoup plus meilleur que celui du protocole A. En plus de ça, il limite le risque sur la santé humaine et il ne cause pas d'empreinte dans l'environnement. Donc on voit bien que le protocole B, c'est un protocole qui
qui respecte les principes de la chimie verte. Donc, c'est-à-dire minimiser le risque sur la santé de l'homme et minimiser également l'empreinte dans l'environnement. Alors, on vous donne ici le schéma qui illustre les principes de la chimie verte. Donc, il y a l'alternative aux solvants polluants. Donc, on a vu que pour le protocole C, il utilise le cyclohexane qui est polluant pour l'environnement, des produits biodégradables. Donc, il y a un cadre ici très important dans la recherche scientifique. Utilisation de procédés catalytiques, limitation de dépenses énergétiques. On a vu que le procédé ou le protocole B limite le coût énergétique et synthèse chimique moins toxique, donc pas utilisation de produits toxiques, et produits chimiques plus sûrs. Donc voilà, dans le cadre de cette chimie verte, on va réduire le risque et on va réduire le plus possible l'empreinte environnementale. Au final, nous pouvons dire que les deux sujets s'enrichissent de notions visant à préparer l'étudiant, l'élève à l'enseignement supérieur avec un certain degré de plus pour le sujet étranger. Dans le cadre de la détermination de la composition d'un système chimique, on voit bien qu'il y a introduction de méthodes telles que l'absorbance et la loi de Beer-Lambert, ainsi que la spectroscopie. D'autant plus que il y a en chimie organique les notions de formules topologiques et de familles fonctionnelles. Il faut noter enfin qu'il y a cette prise d'initiative, même si l'étudiant n'aboutit pas à une solution exacte. Et ça, c'est très important pour préparer l'élève aux études supérieures. Voilà, et à bientôt.